vous verrez des photos qui sont claires et nettes, mais celle-ci vous semblera peut-être étrange. Voici à quoi ça ressemblait. Nous avons installé un préfabriqué pour y installer une des premières cliniques de méthadone et d'échange de seringues à Paris. C'était au début des années 90. Et je peux vous dire que ça avait soulevé un tollé. C'était une cabane préfabriquée avec deux portes, une dans la rue, une derrière, dans la cour de l'hôpital où je travaillais. Je peux vous dire que les gens étaient terrorisés. Ils manifestaient. Les voisins disaient qu'il fallait que ça se fasse. Ils étaient tellement outrés qu'il a fallu construire ça la nuit avec la protection de la police. Nous savions que le nombre de séropositifs était en train d'exploser parmi les consommateurs de drogues injectables. Nous savons qu'ils étaient aussi souvent malmenés par la police et par les prestataires de soins. Malheureusement, à l'époque, nous n'avions pas de preuves scientifiques suffisantes pour dire que l'on pouvait réduire la propagation du sida en donnant des seringues stériles. Mais nous ne voulions pas laisser les bras croisés. Nous avons pris des mesures, nous avons évalué les programmes avec précision et aujourd'hui, tout le monde sait que les mesures de réduction de méfaits comme l'échange de seringues et la thérapie qui s'ensuit sont des besoins essentiels ici au Canada et ailleurs. La situation est la même quand on a parlé de sites d'injection superfisés, parce que ce sont des services qui font la protection et la promotion de ceux qui sont les plus marginalisés et qui risquent le plus d'être atteints de VIH. Je vais maintenant passer au français. De la même façon, et en dépit des nombreuses réserves exprimées, nous avons introduit les traitements antirétroviraux à large échelle dans les pays en développement. Puis nous en avons largement accru l'accès, tout en mesurant leur impact et leurs résultats. Si bien qu'aujourd'hui, même dans les pays les plus fragiles, même dans les circonstances les plus difficiles, de nombreux malades sont traités. Et il n'y a à ce jour aucun signe alarmant de développement de résistance virale sous traitement. De fait, l'observance des malades au traitement dans les pays pauvres est aussi élevée, sinon meilleure, que parmi les patients traités dans le monde riche. Et un grand nombre de données scientifiques confirment maintenant l'efficacité de ces traitements, même dans les contextes des ressources les plus limitées. Des vies sont sauvées chaque jour, à une échelle sans précédent, et non seulement à Toronto, mais également maintenant à Durban, à Dushanbe, à Port-au-Prince, à Dar es Salaam ou à Vientiane. Les progrès que nous réalisons ne représentent pas seulement un formidable succès de la santé publique, mais aussi une victoire majeure des droits de la personne. Et j'aimerais ici féliciter chacune et chacun d'entre vous qui militez pour les droits humains et prenez le parti des plus démunis et des plus marginalisés de ce monde. Je vous appelle à persévérer, à accroître votre effort, à accroître le plaidoyer pour les droits de la personne et l'accès universel au traitement et à la prévention. Mais malheureusement, comme Joanne l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, plutôt que l'enthousiasme à l'idée de bâtir sur les succès remportés, trop souvent, je rencontre de l'incrédulité et du scepticisme, comme c'était le cas en 2000 ou 2001, lorsque tant de voix nous disaient qu'il était impossible ou déraisonnable que les malades des pays en développement accèdent au traitement. Et pourtant, nous l'avons démontré, nous sommes en mesure maintenant de faire accéder au traitement toute personne qui en a besoin. Mais certains continuent de prétendre que cela n'est pas viable, que, je cite, nous devrions peut-être faire moins
pour faire mieux, que le sida est l'objet d'une attention disproportionnée et que les traitements sont là aujourd'hui simplement parce que les militants de la lutte au VIH-Sida ont fait plus de bruit que les autres. Certaines personnes parlent d'une hypothèque à long terme pour les traitements que les donateurs devront payer plus tard, une expression péjorative et déplacée. Car ce que nous faisons, en fait, c'est sauver des vies, c'est redonner l'espoir à des millions de gens. Et cette vague à contresens, ce backlash contre les traitements, est pour moi une attaque directe contre les droits de la personne à laquelle il nous faut résister. Plutôt que de nous trouver à nouveau contraints de ne plus accepter des personnes qui se présentent dans les centres de traitement ou de les inscrire sur une liste d'attente, comme cela commence à survenir dorénavant, il nous faut sans relâche, continuer à accroître l'accès au traitement. Alors je ne suis pas naïf, je suis bien conscient des difficultés économiques et financières du monde actuel. Mais ce que le monde ignore peut-être trop souvent, c'est que les pays pauvres sont encore plus durement frappés par la crise et qu'ainsi, en temps de crise, leurs besoins sont plus grands et plus urgents. Donc ne laissons pas cette crise économique élargir à nouveau le fossé entre les riches et les pauvres, le fossé entre le Nord et le Sud. Il nous faut agir maintenant, car le risque est que nous reculions et que nous perdions sur les progrès que nous avons accomplis. Dans un rapport récent, la Banque mondiale et le FMI ont prédit un ralentissement des progrès en matière de réduction de la pauvreté, en particulier dans les pays africains à faible revenu. Aucun ménage n'y est à l'abri des répercussions de la crise. D'ici la fin de l'année, la crise aura poussé 64 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Les institutions financières et la communauté internationale ont répondu à la crise en versant des sommes considérables et sans précédent au secteur financier. Il est urgent maintenant que ces mêmes institutions reprennent les efforts vers les objectifs du millénaire pour le développement partout dans le monde. Et l'un de ces objectifs, vous le savez, c'est d'enrayer la propagation du VIH d'ici 2015 et d'avoir inversé à cette date la courbe de croissance de l'épidémie. Alors soyons clairs, 2010 est ici une année décisive. Cette année, le monde fera des choix qui détermineront l'avenir de la lutte contre le sida et plus généralement la réussite ou l'échec des objectifs du millénaire. Les leaders mondiaux viendront ici dans 2 semaines pour les réunions du G8 et du G20 à Muskoka et à Toronto. En juillet, ce sera la conférence internationale sur le sida à Vienne, puis la conférence des chefs d'État africains à Kampala en juillet. Enfin, en septembre, le sommet des objectifs du millénaire pour le développement au siège des Nations Unies et en octobre, le 5 octobre, la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, où les donateurs annonceront leurs engagements pour les 3 prochaines années 2011 à 2013. Et ces réunions détermineront si nous serons en mesure de poursuivre l'expansion des programmes et en fin de compte de gagner la bataille, ou si notre engagement risquera de vaciller, laissant s'effriter les progrès et permettant au sida, à la tuberculose et au paludisme de regagner du terrain. Je reviens à l'anglais. Let me therefore highlight. Je vais donc vous parler, pas nécessairement par ordre d'importance, des 4 priorités et défis que j'envisage dans les mois prochains et les années qui vont suivre. Le premier défi, c'est les mesures prises pour la santé maternelle et la santé des enfants. Santé maternelle et santé des enfants sont enfin à l'ordre du jour.